BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Ah oui, c'est notre promesse quotidienne. Chaque jour à cette heure-ci, on répond à vos questions que vous nous envoyez chaque jour sur notre site bfmbusiness.com. Et aujourd'hui, c'est Frédéric Durand-Bazin qui va vous répondre. Ça va toujours, Frédéric ? Formidable. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Le Particulier. On a une première question de Jeanne. Jeanne se demande si des grands-parents peuvent imposer à leurs enfants de partager l'héritage avec les petits-enfants. Ouais. Alors justement, c'est intéressant parce que les gens continuent à être très inquiets ou enfin en tout cas ils posent beaucoup de questions sur la donation. Alors là, on est dans le cas de la transmission. Alors oui, les grands-parents peuvent rédiger un testament dans lequel ils partagent les biens directement entre leurs enfants et les petits-enfants. Et si l'un d'eux n'est pas content, eh ben, il n'y a pas d'autre moyen que de refuser sa part. Mais il ne peut pas contester cette donation, enfin cette transmission-partage. C'est assez autoritaire et arbitraire, hein, ça on est clair, hein, parce que de toute façon, voilà, les choses sont comme ça, on peut pas revenir dessus, on peut plus discuter, c'est trop tard. On peut plus discuter. Bon, c'est un peu plus cher d'ailleurs que la donation partage transgénérationnel qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que là il faut quand même payer les droits de partage de 2,5%, mais en tout cas c'est redoutablement efficace. Par contre, il y a des contraintes. Alors, la première contrainte, c'est que il ne peut s'agir que de biens personnels. Donc, dans le cadre d'un couple qui souhaite ainsi transmettre par voie testamentaire, il ne peut inclure dans ce partage que les biens propres. Donc, les biens communs ne peuvent pas être intégrés dans cette action. Donc, ceux de chaque conjoint, oui, mais pas ceux du couple. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est une forme de transmission qui est plutôt intéressante dans le cadre de veuf ou de veuve. L'autre contrainte, c'est bien entendu qu'on ne peut pas déshériter ses enfants. Donc ça, c'est un grand principe de toute façon de droit français. Il faut respecter ce qu'on appelle la réserve. La réserve, c'est chaque enfant a le droit à une partie de votre patrimoine. Quand vous avez un enfant, il va récupérer ainsi 50% de votre patrimoine. Quand il y a 2 enfants, ils vont récupérer chacun un tiers. Quand il y a 3 enfants, ils vont récupérer chacun un quart. Donc ça, c'est impossible à remettre en cause. Voilà. Alors, juste une petite précision pour terminer sur cette question. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait encore un peu des doutes sur la validité juridique de ce type de montage, de prévoir dans le testament l'attribution de partage entre les enfants et les petits-enfants. La Cour de cassation vient de lever cette incertitude et donc a validé ce montage juridique qui avait été inventé par les notaires. Voilà donc pour cette question qui avait encore de loin, mais encore un peu trait aux questions d'héritage. On a Frédéric maintenant, qui, sur toute autre chose, nous écrit de Marseille. Sa banque a prélevé sur son compte des frais, une assurance sur compte qu'il ne se souvient pas d'avoir souscrit, et son conseiller joint par téléphone ne lui répond pas. Est-ce qu'il peut saisir le médiateur de sa banque ? Alors, la saisine du médiateur de la banque, oui, pourquoi pas. Il faut savoir que le médiateur il est compétent pour l'ensemble des litiges qui oppose le particulier à sa banque. Là, il y a juste un petit problème, un petit point délicat, parce qu'on est en matière d'assurance. Donc en matière d'assurance, on ne sait pas trop si c'est le médiateur de la banque qui va être compétent ou si c'est le médiateur de l'assurance. En fait, ça dépend un peu de la pratique de chaque banque. C'est un point à lever. D'ailleurs, chaque année, quand les différents médiateurs font leur rapport, ils pointent du doigt ce problème en disant en matière d'assurance, ça serait bien qu'un jour, quand même, il y ait un texte réglementaire qui vienne fixer clairement les règles. Donc, bon, en l'espèce, rien ne lui interdit de toute façon de saisir le médiateur de la banque, mais il ne peut pas le faire tout de suite. Il y a une procédure quand même à respecter. Il faut d'abord que notre auditeur fasse d'abord un courrier à la direction de son agence pour lui faire part de son étonnement et de son questionnement. Si jamais il n'a pas de réponse à cette missive, il va falloir qu'il adresse un courrier au service de réclamation de sa banque. Toutes les coordonnées de ces différentes personnes sont indiquées normalement sur les relevés bancaires ou en tout cas au moins sur les relevés de frais annuels que vous recevez chaque année en début d'année. Et c'est qu'une fois que vous aurez épuisé ces 2 voies de recours que vous pourrez saisir le médiateur. Allez, une autre question de Valérie qui nous écrit de Saint-Maur. Il y a apparemment des caméras de vidéosurveillance dans son immeuble et elle se demande si elle peut répercuter leurs coûts sur son locataire. Donc Valérie doit visiblement être bailleur, hein, et elle doit vouloir essayer de récupérer les charges d'installation ou de maintenance d'un service de télésurveillance auprès de son locataire.
Alors, il faut savoir que en fait, les charges récupérables sont fixées de manière limitative dans un décret qui date du 26 août 87. Le problème, c'est que en 87, ce type de Il n'y avait pas de dispositif n'existait pas. Mais c'est pas les seuls. Ouais. Il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas les frais de mise en place du câble, il n'y avait pas la fibre optique. Il n'y avait pas Frédéric Durand-Bazin sur BFM. Moi non plus. J'étais à peine né. Donc en fait la difficulté c'est qu'est-ce qu'on fait de ces frais-là? Est-ce qu'ils sont récupérables ou pas? Et en fait la Cour de cassation a dit très clairement qu'en matière de télésurveillance, les frais ne sont pas récupérables sur le dos du locataire. Bon. Il n'est pas exclu que les choses évoluent. On sait que Madame Duflot, le ministre du Logement, a en préparation une réforme des rapports locatifs. Donc le décret de 87 pourrait être revu ou en tout cas mis à jour pour intégrer les nouvelles technologies ou en tout cas les dépenses qui n'existaient pas à l'époque et qui aujourd'hui sont des dépenses quasiment obligatoires pour les propriétaires. Et bien voilà pour ces questions de télésurveillance. On marque une petite pause à 12h12, Frédéric, et on accueille Sophie Dussault pour l'essentiel de l'info. Bonjour Sophie. Bonjour Cédric, bonjour à tous. La situation politique en Italie inquiète l'Europe. Paris et Berlin espèrent rapidement la formation d'un gouvernement stable. Pierre Moscovici se veut toutefois rassurant et assure que la situation en Italie n'est pas un facteur de risque pour la zone euro. Pierre Moscovici qui par ailleurs s'engage à tout faire pour réduire le déficit public sous 3% du PIB fin 2014. Les chiffres du chômage du mois de janvier seront publiés ce soir. Ils devraient être en hausse pour le 21e mois consécutif et flirter avec le niveau de 97 où 3 200 000 personnes étaient sans emploi. Les obsèques de 2 policiers de la BAC tués la semaine dernière par un chauffard sur le périphérique parisien sont célébrées en ce moment à la préfecture de police en présence de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls. François Fillon annonce la couleur dans une interview au journal Le Monde. L'ancien Premier ministre assure qu'il ne briguera pas la mairie de Paris mais qu'il soutiendra Nathalie Kosciusko-Morizet et il affirme qu'il fera tout pour être candidat à la primaire pour la présidentielle de 2017. Et puis Dominique Strauss-Kahn se dit choqué par le texte méprisable et mensonger que représente selon lui le livre de Marcella Yacoub. C'est ce qu'il a affirmé ce matin à l'audience pour demander que l'ouvrage qui doit sortir demain soit interdit. Merci beaucoup Sophie, on vous retrouve tout à l'heure, juste avant le 12h30 de Delphine Liu. En attendant, le CAC est toujours en baisse, moins 2,24% et l'euro à 1,3099. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. On poursuit notre séance de réponses à vos questions avec Jean-Paul qui nous écrit de La Rochelle. Il a entendu dire que la deuxième tranche de travaux de mise en sécurité des ascenseurs allait être reportée. Qu'en est-il exactement ? C'est un peu comme le serpent de mer ou le monstre du Loch Ness. Cette fameuse loi dite sécurité des ascenseurs existants a été adoptée en 2003 et prévoyait la mise aux normes des ascenseurs en plusieurs tranches. Donc il y a 3 tranches de travaux qui sont prévues. La première, initialement s'interrompait en juillet 2008. Cette première tranche a déjà été reportée une première fois à décembre 2010. Il y a une deuxième tranche là qui doit venir effectivement à échéance en juillet 2013, qui porte également sur les travaux de mise aux normes des ascenseurs. Il semblerait que beaucoup de copropriétés n'aient pas entamé les travaux ou ne les aient pas fini de les réaliser. Donc effectivement, il y a une forte demande aujourd'hui de la part des associations des responsables de copropriétaires de repousser cette tranche parce que elle est trop proche. Les ascensoristes n'ont pas le temps de s'occuper de l'ensemble des parcs d'ascenseurs. Il y a plus de 8 millions de parcs d'ascenseurs en France. Donc bon, bref, aujourd'hui c'est un dossier qui est éminemment politique. La ministre du Logement, Cécile Duflot, devrait très prochainement se prononcer et indiquer si oui ou non il y aura un report de la tranche de la deuxième tranche des travaux dans les ascenseurs. Et si c'est le cas, en fait, ce sera plus un sursis en fait qu'un report. Ce qui voudra dire qu'il faudra quand même faire valider les travaux avant le 31 décembre 2013 et les faire réaliser en 2014. Alors ça, c'est sur les principes, mais concrètement, est-ce que les copropriétaires ont intérêt aujourd'hui vraiment à repousser ces travaux ? Pas nécessairement, parce que ça ne nous aura sans doute pas échappé.
qu'à partir de 2014, le taux de la TVA va augmenter. Vous savez, c'est des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement pour financer le crédit d'impôt entreprise. Donc le taux sur les travaux vont passer de 7% à 10%. Donc ça veut dire qu'on va avoir 3 points de plus à payer. Est-ce que ça vaut le coup finalement de retarder ces travaux de 6 mois et puis finalement payer 3% de plus sur la facture, ou commencer dès à présent à les lancer, à voir les différents ascensoristes, à se faire un devis et puis à les lancer dans la foulée. D'autant plus que la deuxième tranche, c'est pas la tranche la plus lourde, donc ça vaut sans doute le coup quand même de s'y intéresser de plus près et peut-être lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de faire voter cette mise aux normes. Voilà, donc ne pas forcément repousser de trop cette mise aux normes, Jean-Paul. Allez, on sort de l'ascenseur là et on va rentrer dans les placements de Pierre. Pierre nous écrit de Frontignan et il veut diversifier ses placements. Il se demande si les ventes à réméré sont une bonne idée. Alors on va peut-être rappeler ce que sont les ventes à réméré. C'est vrai que c'est pas un dispositif dont on entend parler régulièrement. C'est un dispositif qui est pas tellement patrimonial mais qui est prévu par le Code civil. C'est l'article 1659 du Code civil qui prévoit effectivement la faculté de rachat d'un bien immobilier à titre provisoire, avec en indiquant dans la clause d'achat la faculté de racheter le bien au bout d'un certain délai. Alors bon, comme ça a l'air un peu abscon, mais en fait ça a une vraie portée pratique, notamment pour les professions libérales ou pour les professions indépendantes qui se retrouvent, hélas pour elles, dans une situation de faillite ou de cessation d'activité. Elles sont criblées de dettes, mais elles ont encore dans leur patrimoine leur logement, par exemple. Donc l'idée, c'est de ne pas les forcer à vendre leur logement, se retrouver à la rue. Au contraire, c'est de pouvoir mettre en place ce dispositif de réméré, c'est-à-dire que l'actuel propriétaire va vendre ce bien à une personne privée, en indiquant dans l'acte, je me prends la faculté de le racheter dans un délai qui peut courir de quelques mois jusqu'à 3 ans, et la faculté, à terme, de faire jouer cette possibilité de racheter le bien. Donc au moment où il vend le bien, ça va être mis en place par une société spécialisée. On va restructurer son patrimoine, on va apurer ses dettes. Si la personne était interdite bancaire auprès de la Banque de France, ça va lui permettre de lever cette interdiction. Une fois que sa situation financière sera apurée, la personne en cause pourra resouscrire un crédit immobilier classique pour pouvoir racheter son bien. Et comme l'idée c'est qu'elle puisse rester en place, elle va signer également avec son acheteur une convention d'occupation, un peu comme un locataire avec un bailleur. C'est presque un prêt relais. C'est presque, souvenez-vous, le crédit hypothécaire qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'économie. C'est quelque chose qui n'a jamais marché, qui était juste proposé par le Crédit Foncier à l'époque. L'idée c'était, quand vous êtes âgé, vous disposez uniquement d'un patrimoine immobilier, vous prenez un crédit sur 50%, 60% de la valeur du bien, ça vous permet de consommer, ça vous permet de vivre vieux. Si jamais vous ne remboursez pas, ces sommes seront déduites de votre succession. Donc là, on est un peu dans le même principe. Alors l'intérêt pour l'acheteur, parce qu'il faut quand même regarder l'intérêt de l'investisseur, c'est que, a priori, ce sont des formules qui offrent des rentabilités assez élevées. Les sociétés spécialisées tablent entre 7 et 10 ou 12% de rémunération nette. C'est pas mal. Par les temps qui courent, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je voudrais pas quand même qu'il y ait l'ensemble des auditeurs qui se précipitent pour aller souscrire ce type de produit. Sachez que ce n'est pas à distribuer comme ça au guichet des banques de manière inconsidérée. Il faut qu'en face, vous ayez quelqu'un qui ait besoin de mettre en place ce dispositif de réméré. Donc en fait, il faut passer par une société spécialisée. Bon, on en a identifié deux. La première s'appelle Réméré Conseil. La deuxième s'appelle Socapi. C'est des sociétés qui font ça depuis longtemps. Donc elles peuvent vous aider à mettre en place ce type d'investissement. Donc les ventes à réméré, ça peut être utile, mais 2013 ne sera pas l'année des ventes. Non, ça ne sera pas l'année des ventes. Il n'y aura pas de boom malgré votre intervention là à l'instant. Non. Bon, dommage. Allez. Merci beaucoup pour ces quelques réponses aux auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire, vous pouvez le faire tout au long de la semaine et nous on répond jour après jour à vos demandes. Le CAC 40 moins 2,15%. La semaine prochaine.